Pile, tu souris. Face, tu grimaces. Pile, tu es Hans Schmetterling. Face, tu es Alastair Elkin. Pile, tu es un clown triste, le gentil Auguste qui tente de racheter les hommes. Face, tu es le clown grinçant, le punch démoniaque qui humilie les hommes. Il est l'heure d'entrer sur scène. Le public vous réclame. On entend de votre roulotte les cris, les beuglements, les barrissements. Ils sont venus nombreux, ces hommes à visage de bête, pour assister à vos acrobaties et vos pantomimes. Émile Zola a dit des meilleurs des vôtres que vous étiez des farceurs lyriques, qu'il était tendre. Allez-vous poliment vous moquer de vous-même ce soir, ou des spectateurs partagés entre joie et effroi? Allez-vous jouer au grand jeu de la mort avec ce dernier tour qu'Alastair a intitulé « La chute de l'ange » ou mimer les jeux innocents de l'existence? Le public s'impatiente. Les voilà devenant de véritables animaux, sointants, puants, grossiers. Ils réclament l'éblouissement avec les fameuses cascades du diable, mais désirent secrètement que vous vous écrasiez sur la piste, que le silence soudain se fasse et que le temps s'arrête. Que Polichinelle écrasé soit entre la vie et la mort. Que la danse macabre continue dans leurs esprits vicieux, longtemps après la chute. Qu'ils puissent implorer le bien après avoir commandé le mal. Entrez, Hans Schmetterling. Entrez, Alastair Elkin. Entrez, Harlequin, Pierrot, Paillasse. Entrez tous les autres clowns. Il faut nous distraire. Il faut nous effrayer pour quelques pennies. Puis, quand nous aurons la gorge bien enflée, pleine de suctions convulsives, nous rentrerons chez nous, comme l'écrit Charles Baudelaire, dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés, travaillés par le verre, avec vos maquillages coulants enfoncés au fond de nos yeux, et nous répéterons « That's the way to do it. That's the way to do it. » Oublieuse postérité, hors série numéro 3. Le sommeil de la raison engendre des monstres. La marchande d'oubli de Pierre Jourde a paru voilà un mois. Aussi, je ne devrais pas l'évoquer. Ce livre est bien trop jeune pour la postérité. Il est encore, je cite, « petit, gracile, avec de longs cheveux blonds et un visage d'ange, comme Alastair Elkin, avant l'adolescence, avant que ce Pierrot ne devienne monstrueux, frappé de gigantisme, et n'étende son ombre sur les quelques 650 pages de ce roman maléfique. Ce livre est bien trop jeune, certes, mais la postérité souffre en secret d'appétit sauvage. Il lui faut le sang de l'injustice pour continuer son affreuse besogne de tri, tout comme il faut à Alastair Elkin le visage de la marchande d'oubli pour revenir d'entre les morts. Oubli, oubli, demandez l'oubli. L'oubli n'est pas un néant dans lequel pendent à des crocs de boucher des carcasses aux noms illisibles. Non, l'oubli est une pâtisserie. C'est l'innocence d'un cri répété pour le chaland, d'une frimousse naïve et pourtant joueuse. L'oubli, c'est un biscuit, sorte d'hostie pour iconoclaste que des petites filles distribuent à l'entrée des cirques dans cette Angleterre de la seconde moitié du XXe siècle, d'où viennent Alastair et le reste de sa famille. Lui est d'ailleurs le dernier de ces clowns acrobates. L'aîné s'appelle Rupert, le second Uriah, le troisième Silas.
On dit qu'ils sont venus au monde avec le visage couvert de fard blanc, des faces bizarrement prognates, des dents démesurées. Pour composer ces clowns inquiétants, Pierre Jourde s'est inspiré d'une fratrie qui a réellement existé, celle des Hunlonly, famille d'acrobates du XIXe siècle qui eut un succès retentissant et macabre un peu partout en Europe. Si, comme ces derniers, les Elquins pourraient bien être nés sous les lueurs du gaz, à l'ombre des forêts de toile et de carton, comme le confie George Hanlon à Richard Leuclide dans un livre de mémoire, Alastair est quant à lui né sous le signe de la lune. D'une lune, je cite, enveloppée de vapeurs changeantes, pleine et rouge, gonflée de sang, gibbeuse, soufflée de cicatrices, comme un organe malade. C'est de cet astre moribond qu'Alastair vient, Pierrot tombé de la lune en décomposition, comme le répétait sa mère. Mais il n'est pas le seul qui en vient. Bientôt, naît la petite dernière de la famille. Après 4 garçons, c'est au tour de Talia de rejoindre la troupe. Alastair s'immerge déjà dans ses fantasmagories, la croyant née de la lune aussi. Les traits de ma sœur devenaient ceux de la lune. Je reconnaissais en eux l'astre à la lumière tranquille. C'était l'ancêtre dont ne subsistent que les traits flous sur une ancienne photographie et qui revit un jour dans la face d'un nouveau-né. Talia rejoint donc bientôt les clowns. Et le succès, comme un abcès, enfle. Les Elquins ont désormais une légende. Une aura inquiétante les précède et pousse le public à se confronter à Alastair, qui commence à agresser les spectateurs dans ses pantomimes. Puis, au milieu de ces violences croissantes, vient le 15 juin 1874, la date fatidique. Alastair chute lors d'une répétition et sombre peu à peu dans une folie frénétique. Talia, témoin de la scène, terrassée par le choc, plonge dans une léthargie de 9 années. Elle a 16 ans. Tandis que la belle endormie devient bientôt l'attraction d'une foire créée par ses 3 autres frères, Alastair est interné dans divers hôpitaux, pandémonium de la folie. La tarentule du chaos, comme Maurice Rollina appelle la folie dans les névroses, tisse sa toile, guette la raison qu'elle amorce. La tarentule du chaos pousse le colosse à se mutiler. Alastair était un patient extrêmement difficile, écrit l'auteur. Il effrayait même les fous les plus agressifs. Jamais il n'avait reçu la moindre visite. Une nuit, on avait entendu des coups sourds qui résonnaient dans tout l'établissement. Les infirmiers ont fini par s'apercevoir que les coups venaient de la chambre d'Alastair. En y pénétrant, ils ont découvert une scène ahurissante. Alastair exécutait des sauts de manière que sa tête frappe une canalisation de fonte qui traversait sa chambre. Il recommençait son accident encore et encore. Son visage était couvert de sang. On a dû le transférer à Saint-Thomas pour l'opérer d'un donnep cérébral. 5 jours après l'opération, sa chambre était vide. Il avait disparu. Mais il réapparaîtra. Tout comme Talia finira par se réveiller. Alors, Charles Louvel, le dernier personnage important de cette histoire, médecin aliéniste, emportera avec lui la belle endormie jusque dans leur manoir hanté de Saint-Genès, loin d'Alastair et des autres frères, pour tenter de percer le mystère de ces années de sommeil. Le maléfique roman peut commencer. Alastair est obsédé par la pureté, s'épuise comme Balthazar dans la recherche de l'absolu, veut réconcilier sans le savoir l'homme, la bête et le Dieu, la trinité qui constituait l'être humain, comme l'écrit Théodore de Banville dans sa préface aux Mémoires des frères Hanlonly.
avant qu'il ne tue en lui la bête et le dieu. De retour parmi les vivants, après des années d'errance, à la suite de son évasion de l'hôpital, à moitié amnésique, le colosse à la face de sanglier est obsédé par la petite marchande d'oubli qui incarne cette intempestive beauté. Alastair est homme, bien sûr, mais il est aussi bête, comme l'écrit métaphoriquement et frontalement Pierre Jourde, rappelant la maladie qui le déforme, à savoir le gigantisme, et la hure qui domine sa face, rappelant aussi la folie et l'amnésie qui corrompent son âme. Homme et bête, ne lui reste plus qu'à devenir Dieu, en renouant avec la beauté et la pureté originelle, ce qui le fait marcher dans le sillage d'une autre figure héroïque et trouble qui a traversé l'Europe et ses charniers pendant la Seconde Guerre mondiale, sans cesse à la recherche de l'enfance et de sa pureté, pour la mastiquer ou la sauver, l'on ne sait guère. Ce compagnon de chasse sauvage, de ménielquin littéraire, se nomme Abel Tifauge. « Tu es un ogre », me disait parfois Rachel. Un ogre ? C'est-à-dire un monstre féerique émergeant de la nuit des temps ? Je crois, oui, à ma nature féerique. Je veux dire, à cette connivence secrète qui mêle en profondeur mon aventure personnelle au cours des choses, et lui permet de l'incliner dans son sens. Ainsi commence Le Roi des Aulnes de Michel Tournier, qui possède tant de similitudes visibles et souterraines avec la marchande d'oubli. Alastair se replie d'ailleurs un temps dans un château en ruine, son domaine de Tifauge, dans lequel il se livre à des obscénités dignes d'un grand dieu Pan, pour reprendre le titre du roman d'Arthur Machen, que le Ruth n'abandonnerait jamais, pas plus qu'il ne le soulagerait. C'est aussi et surtout une manière d'hommage, parmi tant d'autres, à la littérature décadente, et notamment au Labat de Joris Carl Huysmans, et à son personnage, Durtal, qui écrit un livre à propos de Gilles de Rais, le maréchal satanique aux innombrables victimes. Durtal, qui qualifie la volte-face de Gilles de Rais, compagnon héroïque de Jeanne d'Arc, puis apôtre de Satan, de, je cite, « féerie spirituelle ». Or, comme nous l'avons vu, Abel Tifauge n'évoque-t-il pas dès les premières lignes du Roi des Aulnes sa nature de monstre féerique ? Alastair ne perd-il pas peu à peu sa personnalité première à cause de l'amnésie pour devenir Punch, du nom d'un guignol au spectacle d'une violence inouïe et grotesque dont la cible est souvent Judy, sa femme, s'écriant à la fin de la répétition « That's the way to do it ». Cependant, les obsessions deviennent bien vite des névroses chez ces chasseurs que la chute guette à tout moment, car seuls les saints accèdent à la pureté. La cherchant, le commun des mortels ne peut que s'avilir et produire le mal. Ce n'est pas parce qu'il est fou qu'Alastair tue, qu'Abel Tifauge hésite. C'est parce qu'il est engagé sur le sentier le plus lumineux et le plus mince, en quête d'absolu, qu'il doit tuer. L'en-deçà vaut bien l'au-delà, note Abel Tifauge dans ses écrits sinistres. Mais si l'au-delà du bien, si le là-bas de l'amour est accessible à certaines âmes, l'au-delà du mal ne s'atteint pas, songe Durtal à propos de Gilles de Rais. Il a tellement souffert qu'à un moment, je pense, il est allé au-delà de l'animalité et de l'humanité. Le désir est né en lui de la souffrance universelle. C'est la tentation du démon, le démon dont la souffrance atroce fait naître le mal absolu. Mais il a franchi cette dernière épreuve. C'est lui, le sauveur, explique Alastair à Thalia dans une superbe variation sur le Christ, le mauvais larron et sa propre condition. Qu'a fait d'autre, de plus sinistre encore, Alastair pendant les années où l'on a perdu sa trace ? Qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'ayant tout oublié, il se soit donné un nouveau nom après avoir lu quelques lignes d'un ouvrage dévoré par la poussière,
ou avoir admiré un tableau au nom perdu. Il pourrait très bien s'être appelé pendant un temps Monsieur de Phocas, qui confie dans le roman du même nom, paru en 1901, écrit par Jean Lorrain, seul disciple de Barbet d'Aurevilly selon Rémy de Gourmont. Si un envoûtement pouvait se prolonger à travers les siècles, je dirais que ce démon est en moi. Oui, un démon me torture et me hante, et cela depuis mon adolescence. Qui sait ? Peut-être était-il déjà en moi quand je n'étais qu'un enfant, car dussé-je vous paraître halluciné, monsieur ? Voilà des années que je souffre d'une chose bleue et verte. Voilà qui n'est qu'une déclinaison plus voluptueuse du mal dont souffre Alastair. Ce gigantisme qu'il a d'abord déformé corporellement à l'adolescence, puis cette obsession de la pureté qui a ensuite écartelé son âme, devient chez Monsieur de Phocas l'obsession de la couleur et de la matière impossible. C'est-à-dire, comme le note Pierre Jourde dans L'alcool du silence, l'obsession du sadisme, qui est aussi, in fine, celle dont souffre Alastair, puisque l'objet qu'il cherche toujours se dérobe, soit qu'il se donne et se vide par ce geste, soit qu'il lui résiste et lui échappe ainsi. Ce sadisme est lugubrement étendu à tout le troupeau humain lorsque Monsieur de Phocas assiste à un spectacle de cirque à l'Olympia un soir. Le marquis de V, alors que l'acrobate virevolte au-dessus de la scène, murmure à l'oreille de son voisin « Avouez que vous désirez presque qu'il tombe. Moi aussi d'ailleurs, et beaucoup de gens dans cette salle, sommes dans le même état d'angoisse et d'attente. C'est l'horrible instinct de la foule devant les spectacles qui réveille en elle les idées de luxure et de mort. Est-ce par amour pour un public si chéri qu'Alastair s'est laissé tomber, au risque de mourir, lors de sa répétition ? Ou est-ce, tel qu'on peut le supposer, au regard du personnage démoniaque qui grandira ensuite en lui, simplement parce qu'il est plus vicieux encore que tout le genre humain réuni ? Dans cette hypothèse dégoûtante, pour renvoyer le sadique à la petite semaine à sa veulerie habituelle, pour battre à plate couture l'audience qui flirte avec l'abîme, il se serait laissé tomber par pur sadisme. Les correspondances entre Monsieur de Phocas et la marchande d'oubli sont nombreuses. Alastair cherche à recomposer le visage de la petite marchande d'oubli qui incarne pour lui la pureté, tandis que Monsieur de Phocas cherche dans toutes sortes de marchandes le regard absolu. « J'ai usé mon âme à la poursuite du mystère, dit-il. Et maintenant, mes yeux ne sont plus les miens. Ils ont ravi peu à peu tous les regards des autres yeux. Ils ne sont plus aujourd'hui qu'un miroir qui réfléchit tous ces regards volés, qui s'animent seulement d'une vie multiple et agitée de sensations inconnues. Et c'est là mon immortalité, car je ne mourrai pas, et mes yeux vivront, parce qu'ils ne sont pas les miens, et je survivrai à la dépouille de mon corps, parce que j'ai toutes les âmes dans mes yeux. » Malgré la discussion secrète entre ces deux romans, la thématique du masque est utilisée de manière différente, presque contraire. Si Phocas devine derrière le masque le cadavre, Alastair, quant à lui, reprend peu à peu vie en se composant un masque de ses victimes. Si le sillage de mort qu'il laisse derrière lui devrait à chaque nouvelle victime l'éloigner de toute humanité, Pierre Jourde opère un renversement symbolique macabre en accablant son personnage d'un rituel qui, d'une certaine manière, le fait renouer avec le maquillage du clown. « Le maquillage, c'est là d'où vient mon mal », s'écrie Phocas. « Le maquillage, c'est là d'où vient mon bien », pourrait chuchoter ironiquement Alastair. Alors que Phocas n'est pas encore au désespoir, il reçoit en cadeau de son étrange artiste médecin, Claudius Ettal, il y a d'ailleurs aussi un personnage nommé Claudius dans La marchande d'oubli, une poupée représentant une petite fille d'environ 13 ans. Je cite, « infante aux cheveux de soie pâle, presque argentés, toute raide dans un corps baleiné de velours cramoisi reluisant de ferrets,
Une infante, on dirait descendue d'un cadre de Velázquez, avec cet aspect de morte embaumée qu'ont toutes les figures de cire. Claudius étale, et de ces êtres malsains qui trouvent aux beautés figées plus de vie qu'à la vie, qui déchiffrent l'âme exquise et tragique des siècles dans la pâleur du faciès sympathica de la ptysie. La poupée n'est en revanche pas de cire chez Jourde. Cette pauvre Thalia momifiée, médusée par la chute de son grand frère, qui anticipe sur sa décadence morbide, reste de chair et devient peut-être gonflable pour certains satyres argentés que les 3 frères restants auraient pu autoriser à admirer dans l'intimité, derrière le rideau de velours cramoisi qui sépare le pavé fangeux de l'arrière-cour, dissimulé au regard. Un immense néant est apparu dans le monde. Il y a du mal dans le monde, parce que le monde n'existe pas assez. Écrit Jean de Fabrègue dans un article compilé dans Le Mal est parmi nous, publié chez Plomb en 1948, au terme d'une réflexion qui initie le grand retour du mal en littérature à l'apparition simultanée de Charles Baudelaire, Gérard de Nerval et Arthur Rimbaud, qui battent en brèche le vieil idéalisme lamartinien. Cette thématique du vide, que ne comble que le mal, est reprise par Pierre Jourde, spécialiste de toutes ces fleurs vénéneuses fin de siècle, qui en fait la réalité ambiguë de 2 de ses personnages, à savoir Thalia et Charles, le médecin aliéniste, dans Le Sillage, toujours, de Jean Lorrain, qui écrivait dans Monsieur de Phocas, c'est la survie du mal dans le néant, après s'être moqué de l'odeur enfantine de la fleur bleue de Novalis, au profit de l'atroce et du monstrueux de la luxure, seuls expédients possibles au repeuplement du vide intérieur. Pour Charles et Thalia, c'est une luxure toute cérébrale, du moins en apparence, puisqu'il ne s'agit pas d'effrayer avec des yeux de cadavre des prostituées comme Phocas. C'est une luxure qui consiste à inventer des histoires dans l'obscurité de la chambre à coucher, côte à côte dans le lit. En ayant recours à la fiction, à la fabulation, à la supercherie, au dédoublement, ce n'est pas seulement l'espace de la maison hantée qu'il comble, pas seulement l'imagination et la langue prédisposée au ragot des habitants de Saint-Genès qu'ils affolent, mais bien le néant du monde. Là où sont l'amour et le don, il y a prolifération de l'être, poursuit Jean de Fabrègue dans son article, afin de retrouver l'antidote séculaire au mal. Sans doute ne faut-il pas voir une réminiscence catholique à ces évangiles qu'invente Charles et Thalia, mais bien plus une tentative de contamination textuelle, pour reprendre le mot de Pascal Quignard, orchestré par Pierre Jourde. Fiction est peut-être le mot qui revient le plus dans le texte, avec réel, bien entendu, car l'un et l'autre forment un couple identique à celui que forment Thalia et Charles. On ne connaît guère la nature exacte de leur relation. On ne sait si l'un a payé l'autre pour l'associer à ses fantasmagories. On ne sait plus qui est le docteur ou le patient, si la névrose n'est pas passée de l'un à l'autre. On ne sait plus non plus si la nuit seule est le territoire de leur union et de leur débauche, si la fiction est une ivresse ou un sommeil, si en dernier lieu, cette collusion entre fiction et réalité n'est pas que le résultat d'une hantise qui ne quitte aucun des personnages, d'un signe qui frappe chacun d'eux, à savoir le cirque. Le cirque qui nous infecte de fiction, comme le prétend Charles. Évidemment, en laissant libre cours à l'imagination et aux voix de Thalia et Charles, en les faisant inventer toutes sortes d'histoires, Pierre Jourde donne ses diaboliques. Ces nouvelles qui se succèdent, ces ricochets de conversation, puisque Jules Barbet d'Aurevilly songeait initialement à nommer son recueil ainsi. Ces histoires sont malheureusement vraies. Rien n'en a été inventé. On n'en a pas nommé les personnages. Voilà tout.
On les a masqués et on a démarqué leur linge, écrit le connétable des lettres dans sa préface. Les histoires de Charles et Thalia semblent plus vraies que nature, tout comme celles d'Alastair, qui ne forment qu'un grand chapelet de crimes. Si l'on ne saurait affirmer que Pierre Jourde a voulu écrire la 7e, puis la 8e, la 9e diabolique, on trouve la trace d'un nouvel hommage, notamment à la première diabolique, le rideau cramoisi. Pierre Jourde reprend et divise le motif de la fenêtre et du rideau cramoisi pour en vêtir pour moitié Charles et Thalia et pour moitié Alastair. Il donne la fenêtre qu'on épie, derrière laquelle on se cache et l'on se montre, au couple dans sa grande maison de Saint-Genès, afin que, mimant des postures, ils alimentent les ragots parmi les villageois. Il donne le rideau cramoisi à Alastair, rideau derrière lequel se dissimule une blancheur de lune, une femme d'une splendeur surnaturelle, qui révèle au colosse que la beauté n'est pas qu'un rêve de pierre, comme l'écrit Charles Baudelaire, mais que, bien pire, la beauté est une apocalypse. Le combat qu'entament Alastair et Charles dans le train dès les premières pages du roman, le combat pour la vérité, se poursuit d'ailleurs à ce niveau allégorique. En effet, Pierre Jourde ne fait-il pas dire à Alastair « Punch déshabille les gens de leur petite fiction. Vous voyez ma pelisse ? J'ai arraché des fragments déchirés, recousus. C'est le grand roman de Punch. Un roman de cher docteur. Un roman qui pue. Comme la vie. That's the way to do it. » Voilà aussi pourquoi le combat entre l'ange pourrissant et le médecin aliéniste est si rude et imprévisible. Le psychopathe ne cherche qu'à assassiner la fiction, là où le clinicien ne cherche qu'à se dérober à la réalité. Renversement pathétique et maléfique qui brouille les pistes et ne dévoile aucune vérité sensible. La chasteté du mal est dans mes yeux limpide, écrit encore Monsieur de Phocas. Elle est chez Jourde, à des degrés divers, dans les yeux de chaque personnage. Mais que devient-elle si les yeux sont troubles ? À deux doigts de tuer, Phocas écrit « Je revivrai toujours cette seconde. Je me suis senti sombrer dans un tel vertige de sensations et de vide que j'ai cru que je devenais un dieu, qu'une seconde nature se faisait jour en moi et que je tenais enfin l'insaisissable. » C'est donc ainsi, au seuil du meurtre, dans l'ivresse de la beauté, cette fois-ci fournie par une œuvre de Gustave Moreau, que Phocas a rapporté une âme d'assassin. La trinité primordiale de l'être qu'évoquait Théodore de Bainville à propos des frères Hanlon-Lees, à savoir homme, bête et Dieu, est enfin retrouvée, fille de la beauté et mère de l'homicide. Et voilà qu'Alastair, dans ses pérégrinations, alors qu'il est redevenu clown dans un cirque en Allemagne, rencontre un petit jeune homme, presque imberbe, âgé de 18 ans environ, qui veut apprendre la pantomime. Est-ce toi, Hans Schmetterling, le petit Balois parti vers l'Allemagne ? Pourrais-tu avoir croisé la route de Punch avant de rencontrer Martha ? Alfred Kern aurait-il dissimulé cette rencontre capitale ? Non, non, je ne dois pas me perdre. C'est la fréquentation trop assidue de cet ogre au visage de sanglier, c'est l'écoute trop attentive des délires nocturnes de Charles et Thalia qui me fait déraisonner. Toutes ces voix qui s'additionnent, se confondent, se démentent, se pourlèchent, tout ceci n'est que fiction. Tout ceci n'est que fiction, n'est-ce pas ? Ces voix ne sont pas vraiment dans ma tête qui devient un cirque frénétique. C'est un mauvais tour joué par les mots à ceux qui jouent habituellement des tours en abusant des mêmes mots. Ce n'est qu'une parodie pour que je perde le sens du réel, que naissent de nouvelles fictions, que...
Est-ce vrai que ce jeune homme s'est présenté à toi, Lester, sous le prénom de Hans ? Je ne te crois pas. Et puis, les dates ne correspondent pas. La première guerre t'a bloqué en Allemagne. Cette rencontre a eu lieu quelques années avant. Attends, si je ne me trompe pas, Hans Schmetterling est né en 1889. Un an après Jack l'Éventreur, un an après Punch l'écorcheur. Il a donc dû avoir 18 ans en 1907. Soit l'époque où tu parcourais l'Allemagne pour renouer avec ton ancienne existence de clown et fuir les charniers que tu as laissés en France. Tu dis qu'Hans a disparu au bout de quelques mois, après avoir tout appris DL15, cette fratrie, dont les numéros renouaient selon ton apprenti, avec les cérémonies sacrificielles des temps anciens. Pour aller où ? Pour faire quoi ? A-t-il pris peur ? Est-il devenu le joyeux puis le triste Auguste que l'on sait, après avoir subi une intense répulsion en ta compagnie empoisonnée ? Tu donnes une réponse, mais je n'y crois pas. Qu'a à faire la Salomé d'Oscar Wilde dans cette histoire ? Regardez la lune. La lune a l'air très étrange. On dirait une femme qui sort d'un tombeau. Elle ressemble à une femme morte. On dirait qu'elle cherche des morts. Et d'ailleurs, qui parle ? Est-ce Alastair ? Est-ce Punch ? Polichinelle ? Pierrot ? Est-ce la marchande d'oubli ? Est-ce Talia ? Et moi qui insuffle de la fiction dans une étude qui voulait initialement asseoir la postérité de Pierre Jourde, ne suis-je pas seulement en train d'étoffer la légende d'Alastair, le plus grand des clowns hystériques, la marionnette déchaînée, le mime de la grâce inversée, le miroir de tous les hommes et de toutes leurs perversions, c'est-à-dire de leur réalité ? Ai-je seulement une quelconque influence sur le dévoilement du secret de l'être ? Suis-je seulement capable de le mimer ? De mimer la scène capitale ? Ah, voilà que sans le vouloir, sans m'en rendre compte à mon corps défendant, je reprends une nouvelle fois tes mots, car quelque part je crois que j'étais avec Charles Louvel, avec toi, avec le masque de la pureté, dans ce wagon de train qui échappe au temps. Peut-être encore suis-je le dernier médecin aliéniste qui écoute des histoires de centenaires colossales et ne peut m'empêcher de les répéter pour qu'un autre après moi les répète. Car des histoires sur des histoires, messieurs, là est le secret. Oublie, les bonnes oublies. N'en mangez pas, mesdames, ça fait grossir. N'en mangez pas, messieurs, ça fait mourir.